Remue-ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-ménage. Remue-ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-ménage. Faut-il interroger notre relation avec la France sur les plans économiques, politiques et culturels et avec quel paradigme? Pourquoi la cohabitation avec le voisinage immédiat est-elle difficile? La Casamance, la crise et ses ramifications, quelle analyse? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue-ménage reçoit ce dimanche 4 février 2018 Magaye Kassé, professeur de civilisation germanique à l'UCAD, et Dr Pape Cheikh Sakho Djimbira, chercheur à l'Université de Lorraine en France, également directeur du Centre de recherche économique et sociale. Remue-ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. Dimanche 4 février 2018, bienvenue à tous. Nous avons appris hier, samedi, avec beaucoup de tristesse, le décès du professeur Ibrahima Sow, directeur du laboratoire de l'imaginaire à l'UFAN. M. Sow était un intellectuel émérite et a toujours partagé son savoir, ses idées avec nous dans cette émission Remue-ménage. Nous tenons à lui rendre hommage, à saluer sa mémoire et présenter nos condoléances à sa famille et à ses collègues de l'université Cheikh Anta Diop Dakar. Donc, que la terre de Yoff soit légère à Ibrahima Sow. Avec nous dans ce studio, le professeur Magaye Kassé, professeur titulaire des universités, spécialisé des questions interculturelles et aussi de la civilisation germanique à l'université Cheikh Anta Diop Dakar, homme de lettres et de culture. Et professeur Pape Cheikh Sakho Djimbira, chercheur associé à l'université Lorraine, c'est en France, à Metz, et aussi directeur de la communication du consortium pour la recherche économique et sociale, CREST. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Relations France-Sénégal, vous le savez, le président français est reparti après une visite de 2 jours au Sénégal. Emmanuel Macron est venu avec le partenariat pour l'éducation. Ils ont annoncé plus de 1221 milliards de promesses de financement. L'éducation est un investissement selon le président Macky Sall. Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, estime que l'Afrique doit prendre en charge son éducation, l'éducation de ses enfants, avec ses propres moyens. Selon lui, les fonds sont disponibles. Une étude faite par le professeur Thabo Mbeki avait révélé que 50 milliards de dollars étaient perdus chaque année par l'Afrique. 50 milliards de dollars, c'est plus de 2500 milliards de francs CFA. Alors, professeur Magaye Kassé, vous avez suivi cette rencontre ici à Dakar. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour relever le niveau d'éducation en Afrique? Merci beaucoup, Alassane Samba Diop, de m'avoir invité une nouvelle fois à votre émission Remue-ménage. Vous êtes le bienvenu. Et je voudrais profiter de cette occasion à votre suite pour présenter mes condoléances à la famille d'Ibrahima Sow, à la communauté universitaire et souligner les qualités de l'homme qui est parti à moins de 48 heures. Un homme généreux, disponible, engagé, passionné et qui a beaucoup fait pour la recherche. Vous avez cité le laboratoire imaginaire. Il a publié beaucoup des réflexions très fécondes sur des questions essentielles qui concernent notre humanité. Mais en même temps, c'était un homme qui pratiquement s'est mis à nu, et récemment lors d'une émission télévisée, sur la situation qui est faite aux enseignants retraités de l'université, en particulier les professeurs titulaires qui ont gravi les échelons de la hiérarchie universitaire jusqu'à être professeurs titulaires et qui vivent, pour certains, dans un dénuement total. Et je crois qu'il a lancé un cri de cœur qui venait compléter une série d'initiatives entreprises depuis quelques années par les enseignants de ce niveau-là et plus généralement les enseignants de l'université, des universités, pour que l'État du Sénégal quand même se ressaisisse et redonne la dignité
à ces enseignants-là qui ont tout sacrifié pendant des décennies pour la cause de l'école sénégalaise, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je crois que le cri de cœur qu'il a lancé devait être entendu pour qu'il puisse reposer en paix et qu'il soit récompensé des efforts qu'il a fournis. Est-ce que ce partenariat mondial pour l'éducation tenu à Dakar avec cette annonce de plus de 1200 milliards de francs CFA pour l'éducation est une réponse, à votre avis? Je ne le pense pas. Ce ne peut pas être une réponse directe. Il peut y avoir des effets par rapport à cela, c'est évident. Mais ce qui est plus fondamental là-dedans, c'est qu'il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions sur la réalité des chiffres fantastiques qu'on avance, qui ne sont pas destinés à un pays en particulier ou à un groupe de pays, mais qui devraient venir en complément d'un ensemble de ressources à mettre à la disposition d'abord des familles, pour que l'éducation soit prise en charge au niveau de la cellule familiale. Puisque l'école, c'est un cadre complémentaire à tout un processus de socialisation, de connaissance de soi, de valorisation de l'être, pour que cet être-là, une fois formé, qu'il ne soit pas seulement bardé de diplômes, mais qu'il soit quelqu'un qui soit un citoyen capable de relever les défis qui se posent à son pays et surtout, singulièrement, nos pays africains. Donc c'est vrai qu'on devrait pouvoir applaudir à ces milliards qu'on annonce, mais ces milliards n'auront d'intérêt, n'auront d'effet que s'il y a tout un processus qui est respecté de bout en bout. C'est mon avis et c'est ma conviction que l'éducation ne s'arrête pas seulement, et ça c'est une nécessité bien évidemment, à la création, à la mise en place d'infrastructures, à un recrutement de personnel enseignant qualifié, à des conditions de travail, d'études, de recherche dignes de ce nom et dignes de ce siècle dans lequel nous vivons, mais que cet argent-là, une fois investi là-dedans, viendrait compléter tout un processus. Comment voulez-vous qu'une famille puisse envoyer à l'école un enfant qui, déjà de retour dans sa propre famille, est confronté à énormément de difficultés dans les apprentissages? Je crois que ça aussi, il ne faut pas que l'arbre nous cache la forêt. Ce sont des effets d'annonce qui peuvent avoir une répercussion positive sur le devenir des enfants, mais il y a tout un processus qu'il faut respecter au préalable. Abdou Mira, vous partagez cette idée? Oui, bonjour Alassane. Je vous remercie pour l'invitation. J'aimerais également commencer mon propos en rendant hommage à M. Sow, que je n'ai pas eu la chance de connaître, je dois dire, mais à propos duquel j'ai entendu beaucoup de bien et nos prières et nos condoléances sont adressées à sa famille. J'aimerais également, par honnêteté intellectuelle, pouvoir rétablir une petite vérité. Vous m'avez présenté comme un professeur, ce que je ne suis pas. Je suis docteur. Professeur est un grade universitaire que beaucoup s'arrogent dans notre pays. et donc, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Sur la question, je partage l'analyse du professeur. Je pense que dans toute cette histoire-là, il y a plus un effet d'annonce qu'autre chose. Bien entendu, c'est une manne financière qui ne peut manquer d'avoir des répercussions indirectes sur l'éducation, mais tous les acteurs du secteur vous diront qu'en réalité, nos problèmes dans l'éducation ne viennent pas de cette préoccupation-là. Bien entendu, le financement est quelque chose d'important, mais il faut bien convenir, et c'est la vérité. Des années de mauvaise politique ont mis à terre notre système éducatif. Et je veux dire, nous n'allons pas réinventer l'eau chaude. Nous avons des techniciens, nous avons des professeurs qui ont diagnostiqué les problèmes et qui connaissent les solutions. Malheureusement, nos politiques même connaissent les solutions. Mais il faut une réelle volonté politique pour pouvoir permettre à la machine de repartir. Et malheureusement, il me semble que c'est cette volonté qui manque. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que les solutions ne vont pas venir
d'ailleurs. Marie Kassé est allée beaucoup plus loin que ça, en posant le débat sur la cellule familiale. C'est ça. Là où l'enfant sort le matin pour aller à l'école, c'est là-bas que l'éducation doit se faire. Tout à fait. Et il semble que c'est la cellule familiale aujourd'hui qui est très malade. Ah oui, nous sommes une société malade. Il faut bien je veux dire, quand on ne sait pas qu'on est malade, on ne va pas à l'hôpital pour se soigner. Et en réalité, il faudrait que nous ayons un regard quand même un peu lucide et honnête envers nous-mêmes, envers notre société. Ça, tout le monde le sait. On voit le niveau de désespérance des jeunes au niveau des familles. Et professeur a raison. Je veux dire, il y a des choses tellement vitales que l'éducation passe au second plan. Et tant que nous n'avons pas réglé ces problèmes-là, ça aura des répercussions sur l'éducation de nos enfants. Oui, professeur, pourquoi les familles n'arrivent plus à faire le rôle d'éducateur? Pourquoi les pères de famille n'arrivent plus à éduquer les enfants? Mais vous savez, nous sommes dans des sociétés en crise depuis très très longtemps. Je le disais lors d'une conférence à l'étranger, que quand on dit que l'Afrique aujourd'hui a les meilleures cartes en main pour se développer, on dit effectivement, toutes les ressources naturelles dont l'humanité a besoin, on les trouve en Afrique. Ça a toujours été le cas, de manière beaucoup plus évidente maintenant, avec le développement de la technologie, des techniques, des connaissances. Mais on se rend compte que les hommes qui sont à la base de la création des richesses ne sont pas toujours dans les conditions les meilleures pour un épanouissement intégral. Comment voulez-vous qu'une famille, la cellule familiale qui est composée de l'homme et de la femme, d'égale dignité et d'égale responsabilité, puisse être dans les conditions idéales pour s'occuper comme il faut de l'éducation des enfants? Si on prend des données d'ordre tout à fait empirique, un couple qui travaille, ce n'est pas toujours le cas, qui quitte sa maison le matin et qui ne rentre chez soi que le soir très tard et qui n'a aucune possibilité de vérifier ce que son enfant a appris dans la journée. Comment voulez-vous qu'il y ait un rapport étroit de transmission de connaissances, de morale, de tradition vers des enfants qui en ont besoin, et ce vide que la famille ne peut pas combler est comblé par ailleurs, par tout un environnement, tout un espace dans lequel évolue l'enfant et qui le marque. Tout à l'heure, il le disait en filigrane, nous sommes dans une société désarticulée, sous beaucoup de rapports. Donc, il faudrait qu'on crée les conditions d'un épanouissement des familles pour que ces familles en retour puissent transmettre ce qu'elles savent, ce qu'elles considèrent comme valorisant à leur progéniture. Vous regardez la société sénégalaise telle qu'elle évolue aujourd'hui, il y a une déréalisation de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de valeurs dont on se glorifiait et dont on continue encore à se glorifier et qu'on n'interroge pas intrinsèquement, au fond, pour dire mais qu'est-ce qu'elles valent aujourd'hui? Quel est le répondant qu'il faudrait pour que l'enfant qui n'a pas déjà les conditions idéales chez soi et qui ne les trouve pas forcément aussi dans l'espace scolaire ou universitaire qu'il va le recevoir, cet enfant-là vit en tout cas dans une phase hybride, pour ne pas dire autre chose, dans laquelle phase il est incapable de recevoir les connaissances qu'on lui prodigue dans le milieu scolaire ou universitaire, parce qu'en plus il est confronté lui-même, comme ses parents, à des affres qui ne lui permettent pas du tout un épanouissement intégral. Est-ce que vous avez l'impression que ce partenariat mondial a pris en compte cette dimension-là, la dimension familiale, la dimension éducative dans la famille, pour que justement cet argent qu'on annonce puisse avoir des effets? Honnêtement, non. Ce n'est pas mon sentiment. En réalité, moi, ce qui me dérange dans ce type de rapport, de partenariat que nous avons, c'est que, concernant notre éducation, notre développement, etc., d'autres pensent notre développement pour nous et pensent ce que doit être notre développement. Mais nous ne nous demandons si c'est réel, est-ce que c'est réellement ce que le type de développement que nous voulons. Et il y a là un décalage, malheureusement, que nous perpétuons depuis des décennies.
Et pour revenir tout à l'heure à ce que le professeur disait, il y a une autre donne que j'aimerais souligner. C'est la part que nous donnons au savoir dans notre société. C'est-à-dire que il y a peut-être 30 ans, 40 ans, le savoir occupait une place extrêmement importante dans nos manières d'éduquer nos enfants et dans nos aspirations. Maintenant, c'est l'avoir. Voilà, tout à fait. Tout à fait, vous le dites mieux que moi. Mais maintenant, en fait, nous sommes dans une société, bien entendu, nous subissons les influences de la société ultralibérale où on existe parce qu'on possède. Malheureusement, la jeune génération fonctionne sur ce logiciel-là et le savoir est relégué au second plan. Et ça, c'est extrêmement dramatique. Je pense que nous avons tous une part de responsabilité là-dedans. Et les médias également doivent jouer un rôle dans ce sens-là. Quel contenu nous produisons dans nos télévisions, dans nos radios, dans les journaux, etc. Où sont les gens de savoir? Souvent, je donne l'exemple, je parlais à une de mes nièces en lui disant est-ce qu'elle connaissait Boubacar Boris Diop? Elle me disait mais c'est qui ça? Sur ce ton-là. Je trouvais ça extrêmement triste. Elle connaît plutôt Rihanna. Elle connaît très bien Rihanna même et pourrait citer les titres de ses albums. En réalité, je trouve triste que nos intellectuels, que nos gens de savoir soient oubliés dans les bas-fonds mais eux-mêmes, j'ai l'impression, ont aussi une part de responsabilité parce qu'ils ont accepté cette donne-là et restent dans leur coin, etc. Alors que nous avons des grands intellectuels, nous avons des gens de savoir dans ce pays et notre génération, les jeunes générations gagneraient à connaître et à revisiter leur œuvre. Malheureusement, rien n'est fait dans ce sens. Et je pense que les médias ont un grand rôle à jouer en créant des espaces où le savoir puisse être discuté, diffusé, etc. Et donc, le rapport de force justement, Alassane, par rapport à ça, je crois que la sphère idéologique est une sphère extrêmement importante. J'ai l'habitude de dire souvent qu'on ne se pose pas la question de savoir, au fond, au niveau de la culture, entendue ici comme l'ensemble des éléments et des phénomènes qui concourent. Dans un sens holistique. Tout à fait. Qui concourent à ce que la personnalité de l'individu puisse être cernée, définie à partir de paramètres absolument vérifiables. Tous les soirs, nous recevons dans nos familles des idées, des images, des points de vue, des cultures qui n'ont rien à voir avec les préoccupations essentielles qui doivent être celles de tous les gens qui sont préoccupés par leur devenir. Donc ça, c'est une sphère qu'il faut analyser de façon assez lucide. Et je crois qu'il l'a dit tout à l'heure, les médias jouent un rôle extrêmement négatif dans l'ensemble de ce point de vue-là. Mais justement, sur le plan économique, quand on regarde bien les relations entre le Sénégal et la France, 500 milliards d'exportation de la France au Sénégal, 50 milliards pour le Sénégal. Avec la France qui est pratiquement pris l'économie sénégalaise entre ses mains, c'est Orange, c'est Total, c'est FA, c'est Air France, c'est dans les PME aussi, dans le digital, c'est Atos qui sont entre autres là. Quelle réponse? Est-ce qu'il y a une réponse sénégalaise par rapport à cette occupation économique? Je ne suis pas économiste. J'ai pris le soin de me renseigner avant de venir et je remercie au passage mon camarade Ibrahim Hassen qui a bien voulu éclairer ma lanterne sur un certain nombre de questions à partir de données statistiques absolument fiables qui viennent de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie. Je crois qu'il faudrait nuancer parfois l'influence et la part de la France dans certaines grandes entreprises qui sont ici au Sénégal et qu'on peut identifier. On n'a pas toujours, disons, les connaissances nécessaires pour savoir quelle est la part de la France, par exemple, dans Orange, avec France Télécom, des partenaires aussi qui sont... C'est le rôle de l'État de jouer la transparence dans ça. Absolument. Mais avant cela, il faut d'abord savoir qui est responsable de quoi sur le plan des investissements, sur le plan financier, etc. C'est évident que nous vivons dans une époque libérale, néolibérale, dans laquelle les ententes se font par-dessus la tête des États. Et que donc, évidemment,
les liens séculaires qui nous unissent à la France font que quand on dit Total, on dit la France tout de suite. Quand on dit Orange, on dit c'est la France, etc., etc. Les grandes entreprises qui investissent dans ce pays, il faudrait voir dans le détail qui sont-elles, qui détient le capital, à quel niveau se situe la part de la France, la part des pays de l'Union européenne, etc., etc. Donc, il est évident, par contre, que la présence, l'influence de la France, du fait de ses relations séculaires, plus de 3 siècles quand même de présence ici, peuvent avoir des effets absolument incroyables. La présence de la langue française dans notre système de gouvernance, dans nos manières de faire et d'être, également joue un rôle très important. Alors, est-ce que la France ne veut pas jouer un autre rôle d'intermédiaire à cause de sa langue entre le Sénégal et d'autres partenaires que le Sénégal doit diversifier nécessairement? C'est une autre question qu'il faut se poser. Oui, la France a proposé de jouer l'intermédiaire avec la Chine. Mais voilà, mais pourquoi nous devrions passer par la France pour avoir des relations avec la Chine? Parce que les intérêts français avec la Chine ne sont pas les intérêts du Sénégal avec la Chine. Donc la nécessité de la diversification de nos échanges extérieurs est un gage de souveraineté nationale. Donc si on ne le fait pas, on reste évidemment en lisière d'un développement dans lequel ce sont les forces qui nous occupaient de manière tout à fait ostensible et qui aujourd'hui nous occupent encore de manière beaucoup plus insidieuse, qui vont encore tirer, permettez-moi l'expression, les marrons du feu. Donc, il faut voir ça de manière très fine dans l'analyse chez les économistes. Je t'avais demandé, Alassane, d'inviter un économiste pour ce faire, pour nous éclairer notre lanterne un petit peu sur les tenants et les aboutissants de ça. Mais il est évident que la France ne laissera jamais le Sénégal, si nous n'y prenions garde, mener à bien notre barque vers des horizons qui sont d'abord des horizons à notre propre profit, pour notre propre développement. Il n'y a pas de philanthropie en matière d'affaires. Les États ne sont pas des philanthropes. Évidemment, les peuples peuvent être éduqués, socialisés, entraînés dans une dynamique de fraternité, de relations tout à fait normales, humaines. Mais les États, il ne faut pas s'y attendre. Mais justement, Djimbira, est-ce qu'il y a une réponse endogène par rapport à toutes ces propositions que la France veut jouer au jeu de l'intermédiaire entre le Sénégal et la Chine pour peut-être, parce qu'elle perd de la vitesse sur le plan international, elle voudrait maintenir ses marchés dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du Sénégal pour que notre pays puisse préserver ses intérêts et que les populations sénégalaises se sentent aujourd'hui beaucoup plus impliquées dans les affaires du pays? Il me semble qu'il faudrait que nous nous posions les bonnes questions. Lesquelles? Et la bonne question, c'est quelle est la meilleure stratégie pour nous, pour le Sénégal, pas pour la France? Et il me semble également, le professeur a dit quelque chose d'intéressant, avoir un regard sur cette longue relation. 3 siècles, ce n'est pas rien. Et j'ai entendu à la radio l'autre jour quelqu'un dire nous avons 3 siècles de compagnonnage avec la France. Ça m'a fait sourire. C'était tout sauf du compagnonnage. Compagnonnage suppose des relations égalitaires. C'était plutôt des relations de domination, de brutalité, de brimade, etc. Bien entendu que ces relations ont beaucoup évolué, etc. Et comme le dit le professeur, la France a des intérêts. Macron ne donne pas 50 millions ou ne promet pas 50 millions à Saint-Louis pour les beaux yeux des Saint-Louisiens. C'est un investissement. Saint-Louis, c'est une nouvelle plateforme pétrolière. Tout à fait. Il y a le pétrole et le gaz qui se profilent. Et là, ils se disent qu'il faudrait que nous nous placions avant que d'autres viennent. Et ils jouent sur la carte de la sensibilité, etc., des relations. J'ai parfois l'impression que la France nous infantilise un tout petit peu en jouant sur l'affect, etc. Et il faudrait que nous sortions de ces paradigmes-là. Donc, le titre de votre émission, poser la question des nouveaux paradigmes, il me semble qu'il faudrait sortir de ces paradigmes-là. Bien entendu, il n'est pas question de faire de l'antifrancisme primaire. Ce n'est pas le but et il ne faut pas tomber dans cet écueil-là. En revanche, il me semble que nous devons privilégier nos intérêts. Professeur a parlé d'Orange. Moi, il y a quelque chose qui m'horripile au plus haut point. C'est quand je vois, par exemple, la Sonatel, un fleuron national qui fonctionnait, qui marchait, qui faisait du chiffre, etc., qu'on brade pour pratiquement une bouchée de pain à Orange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de Orange, Guinée, Mali, etc., et
on aurait pu avoir nous-mêmes cette prétention. On parlerait de Sonatel Mauritanie, Sonatel Mali, Sonatel Guinée, etc. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut une volonté politique et il faut que nos élites croient en nos capacités de pouvoir arriver à ces résultats-là. Et concernant nos élites, et je pense que c'est là où le bas blesse le plus, j'ai l'impression que c'est nos élites qui ne sont pas encore prêtes à couper le cordon ombilical. Chose cocasse, j'ai vu dans la presse que le PDS avait adressé une lettre de protestation à Emmanuel Macron, que j'ai entendu Barthélémy Diaz sur l'affaire Khalifa Sall protester également. On dirait des enfants. En réalité, c'est comme dans une fratrie, quand quelqu'un fait une bêtise et que l'autre court vers le père pour protester. Il faudrait que nous sortions de ces logiques-là. On ne peut pas à la fois accuser la France de s'ingérer dans nos affaires et en même temps à chaque fois aller recourir à la France pour venir régler nos affaires. Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Mais est-ce que justement cette attitude de l'homme politique vis-à-vis de la France ne jure pas avec la grande défiance des jeunes Africains aujourd'hui vis-à-vis de tout ce qui est colonial? Disons-le clairement, colonial. Il y a deux ou trois choses dans ce que tu dis, Alassane Samadio. La première chose, c'est qu'effectivement, avec plus de 78% d'investissement direct de la France, la tendance se maintient d'une velléité de présence continue dans la sphère de création des richesses. Richesses qui, au demeurant, ne restent pas du tout dans les pays, puisque les transferts qui sont opérés à travers... grâce au franc CFA naturellement. Et donc, l'arrimage de nos économies à ce franc CFA, enfin, à ce franc CFA qui est arrimé à l'euro avant au franc français, et qui permet à des pays étrangers de pouvoir bénéficier en toute liberté de toutes les retombées financières. Mais dans le même temps, on sent une défiance des jeunes Africains aujourd'hui. Je vais en venir à ça. C'est-à-dire que, d'un point de vue purement subjectif, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que les Sénégalais n'aiment pas trop l'État français. C'est-à-dire la superstructure que gouverne la France. Parce que justement, peut-être du fait de l'expérience des parents, des aïeux, on a plutôt tendance à être relativement méfiant par rapport à ce Français moyen qui pense que, y compris ceux qui sont ici, qui sont toujours à l'époque de la coloniale. Et ça aussi, il faut bien le dire. Cette arrogance dans cette arrogance, je ne connais pas beaucoup de Français au Sénégal qui soient réellement amis à des Sénégalais. Prenez un Américain, il aura une tendance beaucoup plus positive vers nos cultures, vers nos façons de vivre, etc., que le Français. Quel rapport les Français qui sont au Sénégal ont-ils avec les Sénégalais? En dehors des rapports de femmes de ménage, de jardiniers, de chauffeurs éventuellement. C'est-à-dire que cette arrogance fait que les difficultés que les Sénégalais peuvent avoir pour simplement la libre circulation des personnes en direction de la France. Et dans mon milieu universitaire, ça fait plusieurs années que les universitaires n'ont plus aucune envie d'aller faire des recherches en France. Parce que justement, ils n'ont pas le sentiment d'être bien reçus. Troisièmement, je crois que dans ce qui nous lie à la France et qui est très complexe, qui est très vieux, il y a à faire la part des choses entre les tenants du néolibéralisme, du capital français et qui n'ont de souci que de rentabiliser les investissements qu'ils opèrent dans des pays qu'ils considèrent comme encore dominés, même s'ils ne le disent pas. Évidemment, entre les discours qui sont délivrés, aseptisés, oui. Entre la réalité des faits, entre dirigeants et la réalité des faits, comme tu l'appelles, il y a tout un hiatus qu'il faut pouvoir cerner pour essayer de le combler. Donc, de ce point de vue-là, je pense que des relations mutuellement avantageuses peuvent se faire, mais à condition qu'on sache exactement où se trouvent les problèmes et quelles sont les solutions qu'il faut apporter à ces problèmes. Je prends l'autre exemple, dans le domaine de l'enseignement, par exemple. Quand j'entends dire qu'il y a l'idée d'un campus franco-sénégalais, on se demande, mais à quelle fin? Est-ce que c'est aux fins
de booster la formation professionnelle, de ressources humaines, qui ne soit pas simplement orienté ou uniquement orienté vers la satisfaction des besoins de notre pays, ou est-ce qu'on va le couvrir d'un vernis de cette nature-là pour, au fond, offrir au capital français les ressources humaines dont il aurait besoin. Donc je crois que c'est un ensemble de questions qui sont liées à toute forme de visite ou de non-visite, mais que les intellectuels, les chercheurs doivent essayer d'élucider pour trouver la solution qu'il faut à ces problèmes-là. Ça nous permet d'aller dans le deuxième point de notre débat, puisqu'on parle de relations. Aujourd'hui, le Sénégal semble avoir des difficultés avec la sous-région, surtout au voisinage immédiat. Tout dernièrement, la Mauritanie, un pêcheur, Fallou Sall, a été tué. Il y a eu un peu de coup de gueule du Sénégal, comme on dit. Ensuite, il est annoncé que le président Macky Sall doit aller jeudi en Mauritanie pour rencontrer son homologue mauritanien. Mais pourquoi, entre la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée, qu'on a écrit quelque part, il y a des difficultés dans la gestion des relations? Il me semble que d'abord, la première explication est historique. Dès le début, les relations avec ces deux voisins-là ont été un peu difficiles. C'est Touré ou Dada avec Senghor? Voilà, c'est ça. Et ça, il me semble que il y a des rancœurs qui demeurent. Pour la Mauritanie est un pays quand même assez atypique, hein. D'abord, d'un point de vue, j'allais dire, démo-linguistique, ensuite sociopolitique, la Mauritanie est très spéciale, hein. Vous avez, c'est un pays biracial, on va dire, multiculturel mais biracial, dans le sens où on a deux blocs, les arabo-berbères et les négro-africains. Avec des arabo-berbères qui pratiquement et toutes les sphères du pouvoir, et des négro-africains qui sont un peu exclus. Et ça aussi, ça ne peut pas manquer de jouer. Donc, c'est un pays également que les arabo-berbères ont tenu à un peu fermer, à un peu isoler, puisqu'ils n'ont pas tout intérêt à ce que ce pays s'intègre de manière sous-régionale dans le bloc, en tout cas, sud-saharien, on va dire. Plus, ils ont tenu au fil de l'histoire, et d'ailleurs, le fait qu'ils aient opté pour l'arabe comme langue officielle dit quelque chose, opté à intégrer un bloc plus arabe. Et donc ça, c'est quelque chose qui dit qu'ils n'ont pas très envie que nous nous mêlions de leurs affaires, entre guillemets. Que nous devrions avoir avec la Mauritanie est une posture de sagesse et d'équilibre, et de ne pas trop s'ingérer dans leurs affaires. La Mauritanie, les autorités le savent. Il faut avoir un discours ferme quand la sécurité des Sénégalais est menacée, mais dans les affaires intérieures de la Mauritanie, il me semble qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence. En réalité, le président Aziz sait très bien que la menace ne viendra pas du Sénégal, ni d'autres pays de la sous-région. En réalité, ce qu'il a plus à craindre, il me semble, c'est de jeunes morts comme lui, de l'armée, de jeunes gradés qui ont les dents aussi longues qu'il a pu l'avoir dans sa jeunesse et qui risquent de le déposer. Je pense que sa plus grande crainte, c'est ça. Mais il sait que le Sénégal et la diplomatie sénégalaise est assez sage, pas interférer dans les relations internes de la Mauritanie. Bon, maintenant, il faudrait vraiment que nos gouvernants, sur la question des pêcheurs, soient fermes pour que ces choses-là ne se reproduisent pas. Ils disent que peut-être qu'en Mauritanie aujourd'hui, que le président n'a pas droit à un troisième mandat, qu'il cherche la confrontation quelque part avec le Sénégal pour justifier l'accaparement des pouvoirs dans son pays. Je pense qu'il faut... L'analyse politique. Oui, c'est pas des analyses qu'on peut faire comme ça à l'emporte-pièce, puisque si on ne considère pas les différents contextes dans lesquels ces pays roulent, dans l'espace colonial déjà, dans l'espace post-colonial, quand arrivé à l'indépendance, comment ces pays n'ont pas pu gérer, disons, les transitions qu'il fallait pour que leur population elle-même soit satisfaite des gouvernances. C'est autant de facteurs qu'il faudrait prendre en considération pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans la plupart de ces pays-là et dans la gestion des frontières, la gestion des ressources
que ces pays peuvent avoir, devrait être de rigueur entre ces différents pays-là, et pourquoi ça n'a pas été le cas. Le cas de la Mauritanie est différent, puisque dans les contextes historiques, ces pays, le Sénégal, Sékou Touré, Senghor, c'était déjà des divergences très profondes, là où l'impérialisme français de l'époque avait mis en place des gouvernements de dévotion. Et il se trouve que maintenant, dans le courant du développement de ces pays-là, il y a eu beaucoup de phénomènes qui se sont passés à l'intérieur de ces sociétés-là, qui ont produit des types de gouvernance qui étaient parfois aux antipodes de ce que j'ai vu. Aujourd'hui, si vous prenez de la manière la plus récente la gouvernance de Taya, avec les provocations répétées qu'il faisait à l'endroit du Sénégal, les relations qu'il entretenait avec Saddam Hussein à l'époque et qui ont conduit aux événements de 1989, il est à craindre aujourd'hui, par rapport aux difficultés que ce gouvernement peut avoir dans la gestion de ses affaires politiques, est-ce qu'on ne peut pas nous faire un remake de ça, avec des provocations où il y a mort d'hommes et qui auraient pu jeter, en tout cas, mettre une étincelle à un tonneau de poudre et qui ne ferait que nous retarder dans nos velléités de développement qui n'ont pas absolument besoin de situations d'instabilité à nos frontières ou d'instabilité avec le voisinage. Vous prenez la Guinée, évidemment, de Sékou Touré à Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé aujourd'hui, il y a tout un ensemble de phénomènes qu'il faudrait analyser de manière très fine pour voir comment ces pays-là, qui ont des richesses extraordinaires, n'arrivent pas du tout à sortir de l'ornière, simplement parce que par le jeu de tripatouillage constitutionnel ou politique, on arrive à créer les conditions d'une instabilité chronique qui auront des répercussions forcément sur les pays voisins comme le Sénégal. Donc, le cas de la Gambie étant un cas à part, je pense donc qu'il faudrait être très circonspect dans l'analyse de ces phénomènes-là, de contexte, dans la contextualisation des questions d'aujourd'hui, pour savoir un petit peu quelle gouvernance nous devons avoir, quelle attitude nous devons avoir en tant que pays souverain par rapport à nos voisins. Parce que les frontières étant ce qu'elles sont, on dit intangibilité des frontières, il ne faut pas y toucher, etc. Mais les populations, ce que le colonialisme a créé, en déstructurant des entités qui étaient homogènes, ben, nous allons payer ça pendant des générations encore. Et si nous n'avons pas de chefs d'État, si nous n'avons pas une organisation continentale suffisamment avertie de ces questions-là, pour trouver les bonnes formules et les bonnes politiques qu'il faut, pour que nos pays, enfin, se mettent à l'heure du développement. Comment voulez-vous développer des pays qui sont dans une instabilité chronique? Je disais tout à l'heure qu'on disait que le 21e siècle était le siècle de l'Afrique. Comment se fait-il que dans la plupart de ces pays-là, l'instabilité qui s'est installée ne peut pas créer les conditions d'un développement? Donc là aussi, je crois que nos élites politiques, intellectuelles, etc., et y compris ceux de ma génération, parce que nous avions quand même à cœur à l'époque une unité africaine digne de ce nom, qui préserve les intérêts de l'Afrique, qui crée les conditions d'une circulation de l'argent, des marchandises, des personnes, des cultures, etc., pour que ce continent-là puisse se redresser face à d'autres continents dans une perspective de développement endogène qui ne fasse pas appel forcément et nécessairement à l'aide extérieure, quelle que soit la nature de l'aide, ou en tout cas à des relations de coopération qui sont de toute manière asymétriques, pour que nos pays un jour puissent voir, disons, la fin de le calvaire. À la question de la Casamance aujourd'hui. Quelle gouvernance justement pour la Casamance? C'est une question éminemment complexe. Et à mon avis, beaucoup de gens se prononcent sur cette question sans avoir toutes les données en main. Et c'est, je veux dire, un sujet sur lequel, il me semble, les gens non avertis ne doivent pas trop s'aventurer. J'ai entendu pas mal de choses, notamment certains qui disent qu'il faut aller carrément en guerre contre, etc. Il me semble qu'il y a d'autres voies. Et pour régler cette question, en tout cas, la question de nos voisins du Sud est incontournable. Nous ne pouvons pas régler ce problème sans y associer nos voisins. Et tout à l'heure, on parlait de la Guinée-Conakry, mais parlons de la Guinée-Bissau. Là également, si on a un regard historique,
on se rend compte que les relations étaient aussi difficiles. Rappelez-vous quand ils ont eu leur lutte d'indépendance et qu'ils ont souhaité être appuyés par nos politiques au Sénégal, nous ne les avons pas appuyés. Là aussi, il y a des rancœurs. Il y a pas mal de données que les gens oublient. Et il faudrait que, avec nos voisins, nous puissions mettre tout ça sur la table, apaiser ce passif-là pour pouvoir régler véritablement cette question de la Casamance. Et ça se fera ensemble, dans la concertation et avec les enfants de la Casamance, mais il ne faudrait pas, envenimer les choses comme je l'entends là dernièrement. Ça ne sert à rien. C'est un problème éminemment complexe qu'il faudra prendre le temps de réfléchir et de régler dans la concertation. Professeur, je voudrais 36 ans de conflit. Oui, 36 ans de conflit, c'est quand même l'un des conflits les plus longs qui puissent exister. Imaginez-vous un même enfant. Même en Colombie, on est arrivé à. Mais bien sûr, trouver un enfant qui naît dans ces conditions, qui grandit dans ces conditions, qui devient adulte aujourd'hui dans ces conditions-là, qui n'a connu que la guerre. Tout à l'heure, il a dit quelque chose qui est très important, mais à quoi il faut ajouter un autre facteur, c'est que on a politisé à outrance la question de la Casamance depuis Diouf en passant par Wade. Et ça a laissé des séquelles qu'il est très difficile de combler. La Casamance a enrichi beaucoup plus de personnes qu'elle n'a résolu des problèmes qui étaient venus à l'heure. Ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. Le second aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on a vu l'installation de trafic de toutes sortes. Quand on a attiré l'attention des autorités à l'époque sur ça, trafic de drogue, trafic des armes, mais vous croyez que les pays qui fabriquent des armes les fabriquent pour les garder dans leur caisse? Pas du tout. Mais les combattants casamancés qui ont des armes, mais d'où viennent ces armes? Qui financent ces armes-là? Et quelles sont les raisons qui font qu'il y a des puissances qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait la stabilité dans cette région-là pour pouvoir amorcer un véritable dialogue, un dialogue inclusif, un dialogue crédible, un dialogue également qui permet aux fils de la Casamance, parce que la plupart d'entre eux ne se réclament plus fondamentalement d'une sorte d'irrédentisme ou de velléité d'indépendance. Ce qu'ils réclament, c'est qu'on puisse s'occuper de leur développement, de leur préoccupation, et que cette préoccupation entre dans le cadre de politique globale que l'État du Sénégal développe. Mais des pays qui sont en difficulté, comme à l'époque la Gambie, comme la Guinée-Bissau, c'est vrai que nous avons soutenu la lutte de libération de la Guinée-Bissau, des îles de Cap-Vert et tout ça. Ce que ces pays ont connu comme soubresaut, comme instabilité dans la période, avec des luttes de positionnement à l'intérieur des États, tout cela a eu des répercussions sur les éléments qu'on pouvait mettre à profit pour continuer une lutte interne, sans se rendre compte que les répercussions seront forcément, un jour ou l'autre, de l'autre côté de la frontière. Donc je pense que c'est un problème qu'il faudrait, à mon avis, reconsidérer, en mettant en œuvre toute une stratégie d'inclusion, de participation, de réflexion, pour que les principaux problèmes, les principaux maux dont souffre la Casamance aujourd'hui puissent être réglés de manière tout à fait sereine, mais aussi avec le souci qu'il ne peut pas y avoir de solution à la Casamance si les Casamancés eux-mêmes ne se rendent pas compte que l'heure est venue de baisser les armes et de créer les conditions. Parce que même si nous avions la paix aujourd'hui, mais vous vous rendez compte combien de temps on mettrait pour enlever toutes les mines qu'on a mis en Casamance, pour panser les blessures des uns et des autres. Ça veut dire que voilà une situation comme on en trouve ailleurs. Regardez ce qui se passe au Congo. Voilà des pays qui ne seront jamais dans une situation, disons, de tranquillité pour pouvoir aborder les questions de développement auxquelles ils sont confrontés. Parce que les forces extérieures qui manipulent les choses, qui ont des intérêts, y compris d'ailleurs, on n'en a pas parlé mais on aurait pu le faire, le mouvement terroriste, le mouvement djihadiste, qui les a créés, qui les a entretenus et qui en profite aujourd'hui. Et qui fait que ces pays n'étant jamais dans une situation de stabilité politique, sont des forces
économiques extérieures qui ont tout intérêt à attiser le feu, qui vont encore tirer les marrons de ce feu dont je parlais tout à l'heure en m'excusant du propos. C'est-à-dire que nos pays africains ne sont pas dans une situation... Citez-moi un seul pays. Peut-être on parle du Botswana aujourd'hui, on parle de... Mais même le Rwanda. Mais enfin, on oublie que c'est un dictateur qui est à la tête de ce pays-là. Malgré ses pseudo-succès économiques, c'est quand même un personnage qui est là pour créer l'instabilité à son voisin. C'est-à-dire que nous avons un ensemble de pays où on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont dans une situation de tranquillité interne, de stabilité interne, qui leur donne les moyens de pouvoir se développer demain et créer les conditions d'un épanouissement pour leurs individus. Donc, les conséquences sont énormes. C'est les migrations, les conséquences, c'est des conflits qui ne s'arrêtent jamais, les conséquences, c'est des guerres ethniques, les conséquences, c'est la manière dont une utilisation malveillante du fait religieux peut davantage encore attiser les conflits et ne pas créer les conditions d'un véritable développement. Est-ce que justement, Djimbira, cette instabilité en Afrique et qui aujourd'hui se répercute un peu en Casamance, comme il a dit, si on regarde les lignes de fond, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle en disant que c'est le temps de l'Afrique, au fond, est-ce que ce n'est pas juste une question pour endormir encore les Africains? Parce que si on a des conflits en interne, le temps de l'Afrique, c'est des chimériques. C'est-à-dire que c'est le temps de l'Afrique. Et j'ai l'impression qu'en fait, les Africains ne sont pas encore au courant. C'est très drôle. Mais il me semble que nous sommes les derniers à nous rendre compte que notre temps est venu. Que nous avons tellement subi l'histoire qu'il me semble que inconsciemment nous avons intégré le fait que notre temps ne viendra jamais. Et pourtant, je ne veux pas avoir une vision pessimiste, on va dire. Moi, je vois beaucoup de motifs pour espérer. Je le vois ici au Sénégal au quotidien. Des jeunes hommes, des femmes qui sont brillants, qui ont des idées, qui créent de nouvelles choses, qui ont des start-up. Mais il me semble que tout cela ne peut prospérer que si la locomotive nous tire dans le bon sens et que nos élites intellectuelles, économiques, politiques ont une vision. Une réelle vision pour s'en sortir. Je partage le propos de professeur sur le Rwanda, mais moi, dans l'exemple rwandais, ce que je retiens, c'est la suprême importance de la volonté de s'en sortir ensemble. C'est-à-dire que pour qu'un pays puisse se développer, il faudrait que les gens soient convaincus qu'ensemble, ils peuvent le faire. Et il me semble que c'est cette volonté-là qui nous manque. C'est ça qui manque au Sénégal? Il me semble que c'est ce qui manque. Et psychologiquement, les gens ne sont pas prêts. Nous ne sommes pas encore prêts à nous dire que nous sommes... En plus, nous passons notre temps à polémiquer. Le Sénégal est le seul pays où tout le monde est expert de tout. Nous pensons que la démocratie, c'est quand tout le monde a le droit à la parole. Tous les avis se valent au Sénégal, etc. Et c'est autant d'écueils dans lesquels nous tombons et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mais moi, je crois que de ce point de vue-là, c'est la question de l'espace public à réguler. Oui, qu'il faut interroger. L'espace public est médiatique. Non, quand je parle de l'espace public, c'est l'espace médiatique, de manière singulière. Au fond, voilà un pays où on passe son temps à nous divertir de l'essentiel. Tout à fait. Quand on parle de politique, c'est de manière politicienne, pour reprendre Senghor. C'est-à-dire, on nous parle des épiphénomènes, on se gausse de choses absolument superficielles, au lieu d'aller au fond des questions. On aime les détails. Pas seulement les détails, parce qu'on peut aimer les détails, comme dit... le diable dans le détail. Le diable est dans le détail. Moi, j'adore le détail parce que c'est le détail qui révèle les choses que la grande superstructure ne montre pas. Mais quand c'est le détail qui nous divertit, ça c'est autre chose, ça c'est plus grave. Deuxièmement, nos Sénégalais sont tellement dans un imaginaire qu'il faudrait voir d'un point de vue psychologique, je dirais même psychanalytique, pour se rendre compte, au fond, quel est l'homo sénégalaisisme qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde son mental? Son mental, c'est quoi? Je dois réussir à tout prix. Par quel moyen? Peu importe les moyens. C'est ça. Alors, quand moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le discours du président de la République récemment.
Alors, au lieu de voir dans les projections qu'il fait, là où il y a du positif, là où il y a à discuter pour savoir la faisabilité de telle vision, comment les politiques qui vont être mises en œuvre, ou qui sont mises en œuvre sur le plan de l'école, sur le plan de l'enseignement supérieur, sur le plan de la formation professionnelle. C'est-à-dire que nous discussions au fond les voies et les moyens par lesquels une implication citoyenne peut conduire le gouvernement et son chef, en tout cas le président de la République, à faire en sorte qu'il y ait adéquation entre les promesses et les réalités. Je crois que c'est ça qu'il faudrait mettre en exergue dans l'exercice disons, dans l'occupation de l'espace public, pour que le Sénégalais soit enfin un citoyen qui puisse dire son mot et qu'on puisse écouter et qui puisse influer sur les politiques qui sont mises en œuvre. Alors, le temps que nous avons parti est terminé. Vous parlez tantôt de l'imaginaire. C'est encore une occasion de rendre hommage encore au professeur Sow, qui avait travaillé sur l'imaginaire des Sénégalais. Eh bien, il avait souvent dit que les Sénégalais, c'est des gens qui adorent le tafiengal. Je pense l'imaginaire là, de la richesse, de la course vers l'argent, non à la connaissance, et il donnait dans ce pays-là qu'il faut encore continuer à travailler. On espère qu'à l'IFRAN, qu'on continuera à faire ce travail que faisait Ibrahima Sow. Merci à le professeur Magaye Kassé, qui est professeur titulaire des universités et spécialiste des questions interculturelles et de la civilisation germanique. Merci à Dr Pape Cheikh Sakho Djimira, chercheur associé à l'Université Lorraine. Vous êtes aussi directeur de la communication du Consortium pour la recherche économique et sociale. À la technique, Aliou Diassé, micro Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous. FM ñu dikk ak yéen ci xibaar gàtt yi. mbokk yi gannaaw bi ñu leen nuyoo xibaar yi dañ koy door ak leeral yu tukkee ci directeur bu ADS di agence bi ñu dénk aéroport ci Sénégal mu wax nag ci la xewoon démb ci aéroport bu Ndar di nag laafu avion président Emmanuel Macron daal di woon laal avion président Macky Sall ba sax ki nga xam te ne mooy président France mujj bokk avion ak naataangoom bu Sénégal Pape Mayel Diop ne li ñu wax du problème placeur waaye nag ki nga xam te ne moo doon dawal ci avion bi ci bu Macron moom nag moom bu ñu toppul woon ndigal yi placeur ya nekk ci aéroport bu Ndar ñu déglu ay leeralam ci jokkoom ak Makumba Bey. tey ci samedi 3 février bi muy une heure du bëgg jot Falcon avion présidentiel bu France dafa wax ni dafa bëgg jóge fa mu nekk dem feneen ndax ngelaw li dafa xaw am doole te def mën na ko gêner muy waaj a dem waaye li ci am mooy ba muy def manœuvre bi li nga xam ni moo nekk ci gannaaw avion bi mu mel na comme dañ koy wax kenn ndax avion ci gannaaw am na lu taxaw am ñaari wet. bi mu jàllee malheureusement loolu jàllul mu dal nag ci elu avion bu Sénégal bi mu ko defee nag waaye loolu terewul sunu avion mën a dem ndax amul yàqu-yàqu waaye Falcon bi moom moo am ay dégâts matériels ci fi ma wax léegi ni ci gannaaw moo tax mu nekk ci parking bi parce que loolu bu ci amee jafe-jafe pour nga jóg baa nga wàcc baa jàdd ak droite baa gauche day jafe waaye li ñu bëgg leeral copilote bi ñu nekkoon ci Falcon bi moo doon fexe doon guider pilote bi loo xam ni daanaka jaaduwul amul benn responsabilité Sénégal amul benn responsabilité compagnie d'assistance bi li ñu wax naan ki nga waroon teg ko fi déedéet suñu responsabilité. kon placeur boobu ñuy wax ni moom moo waroon a natt diggante ñaari avions yi du moom. déedéet placeur bi donc demañ la copilote bi su boppam moo wàcc di guider pilote bi te loolu jaaduwul. parce que xam naa dañu defal confiance placeur waaye nag yàgg nañu am ay avion à Saint-Louis feneen ak feneen te mos ñoom di coono copilote bi daal moo wàcc di guider pilote bi. mu nekkoon Pape Mayel Diop di directeur général bu ADS campagne njaayam gerte mi lu toll ci juróom-benn milliard l'opérateur privé stockeur riw bët Saalum réew mi di sàkku Sonacos fay leen ko ni bor nee nañ nag fukki fan ci weeru janvier ba léegi Sonacos fayul facture yi tax nag ñuy ragal ay gàllankoor ci seen wàllum liggéey wàllum politique njaayam carte municipal sociale ñu koy door tey jii loolu nag gannaaw conseil national bu jigéen ñi parti social di amal ndaje bi di am jamono ji ca maison du parti ci njiitalu Ousmane Tanor Dia bitim réew élection locale ci Guinée tey jii mu nekk nag élection yu njëkk locale yu ñu fay amoon depuis atum 2005 ne nga mbir yi nag nar xëccoo bi nar am diggante parti bi jiite nguur ga di RPG ak tamit UFDG di parti bi gën a mag ci opposition ba indépendant yi bokk nañ ci yooyu la wote daaneel ak lu soxla wàllu tàggat yaram football final CHAN bi tey ci ngoon lay doon ca Maroc mu nar a dox nag diggante réew mi dalal jongante yi di Maroc ak Nigéria mu nekkoon xibaaru gàtt yi El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Vincent Diop ci machine bi midi xibaar ci atali français Barthélémy Ngom léegi-léegi seen émission grand jury Mamadou Ibrahima Kane dalal tey Michaël Jean di njiitu organisation internationale de la francophonie jaajëf. Une première en Afrique.
une école d'art oratoire au Sénégal, spécialisée dans la formation à la prise de parole en public, destinée aux leaders, aux managers et aux décideurs. Nos ateliers se trouvent à la City Business de Dakar, sur la VDN. L'école africaine d'art oratoire EAO, ce sont des formats 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 EAO, ce sont des formats